C'est l'heure des questions à nos deux présentateurs, donc Marc-André et Jonathan. Je laisse la parole aux gens qui sont là. Est-ce qu'il y en a qui veulent lancer la période? François? Oui, bonjour, merci beaucoup pour les présentations. C'était fort intéressant. J'aurais, pour la forme, je vais poser une question à chacun. Donc, Marc-André, je trouvais ça super intéressant. Merci pour la présentation. Des beaux travaux de recherche. En fait, j'ai une question en marge qui est, donc, pour ton doc, est-ce que tu continues sur ce sujet-là? Mais ma véritable question, c'est que j'étais intéressé par le résultat. Donc, d'un côté, tu disais pourquoi il faut publier en libre accès, c'est parce qu'on est plus lu et plus cité. Ensuite, tu montrais qu'effectivement, il y avait en gros une corrélation entre la licitation moyenne et le fait qu'on était en libre accès. Je me demandais si dans la littérature là-dessus, il y a des discussions à savoir s'il n'y a pas un tiers facteur finalement qui explique le fait qu'on est en libre accès puis le taux de citation. On peut s'imaginer plein d'hypothèses. On peut s'imaginer que les gros labos de recherche forment leurs équipes à publier en libre accès ou avoir justement la voie hybride, là, finalement. Là. On a du cash, donc on fait les deux, puis c'est les gros labos qui reçoivent les grosses citations, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ma question pour toi. Et Jonathan, j'ai la question standard à poser. C'est donc, tu sais que je partage un amour pour les mêmes types de méthodes que toi, mais la question standard, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir l'artillerie lourde pour faire le point, tester notre hypothèse? Donc là, ce que moi j'ai compris de ton hypothèse, c'est est-ce que les modèles hybrides existent? Et là, bien entendu, si pour une preuve d'existence, tu as juste besoin de trouver quelques cas, tu n'avais même pas besoin, tu pouvais même pas, tu pouvais vraiment faire du cherry picking et juste sortir deux, trois modèles. Moi, si tu m'avais parlé dans un coin de corridor, je t'aurais dit, ce que tu appelles les modèles hybrides en économie, ça fait longtemps que c'est connu, que ça s'appelle les modèles structuraux en économétrie. Donc, pourquoi utiliser ces méthodes-là, étant donné que ta question de recherche aurait pu être répondue par une méthode beaucoup plus simple? Merci encore pour vos présentations. On commence par Marc-André. Oui, ben merci pour la question. C'est une question assez intéressante. Malheureusement, non, je ne continuerai pas mon doctorat à travailler sur le libre accès. Donc, en fait, à l'heure actuelle, le plan, ce serait de travailler sur l'effet de la pandémie de l'isolement sur les carrières des jeunes chercheurs, donc que ce soit justement des doctorants, postdoctorants, jeunes professeurs, etc. Donc, on voudrait probablement aussi mettre un accent plus, je dirais, plus prononcé sur les femmes, sur les personnes minoritaires, etc. Pour répondre à la question, ben, ce qui est intéressant avec l'aspect des citations sur le libre accès, c'est notamment le fait que la raison pourquoi est-ce que ce phénomène-là existe, c'est parce qu'il y a juste une partie de la littérature qui est en libre accès. Si un jour on atteint éventuellement, disons, 100% de la littérature en libre accès, bien, il n'y aura plus de raison pour que cet avantage-là existe. Donc, il y a plusieurs débats qui ont eu lieu dans la communauté scientifique, notamment certains chercheurs qui sont comme plus anti-libre accès soutiennent souvent que les chercheurs les chercheurs qui vont mettre les publications libre accès peuvent choisir de mettre une publication qui va être plus payante, etc., étant donné qu'ils se disent, OK, tant qu'à publier en libre accès, on va mettre une citation on va mettre un article qui a un plus gros potentiel de citation, etc. Ça n'a jamais vraiment été, vraiment démontré d'une manière empirique. Je sais qu'il y a beaucoup justement de débats par rapport à tout ça. Puis le problème avec ça aussi, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir un article contrôle quand justement on compare le nombre de citations reçues. Tu sais, peu importe les tests qu'on va faire, on ne peut pas vraiment publier deux fois le même article, un en libre accès puis un pas en libre accès, ça ne marche pas. C'est impossible de vraiment pouvoir faire cette expérimentation-là. Donc, c'est sûr que les réponses à cette question-là sont généralement, en fait, sont malheureusement assez insatisfaisantes. Je sais qu'il y a une étude qui a été faite justement, si je ne me trompe pas, c'était avec Yves Gingras et Gargouri, si je ne me trompe pas, qui essayaient notamment de contrôler pour ce facteur-là et que leurs résultats démontraient malgré tout un léger avantage pour les publications à libre accès, mais il faudrait vraiment que je retourne un peu comme
Il faudrait vraiment que je retourne justement dans ma revue littérature. C'est que c'est pas super frais dans ma tête. C'est quand même des détails assez techniques, mais je sais que l'étude justement de Gargouri et ses collègues avait montré que malgré, même en contrôlant, il reste quand même un avantage. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir plein de facteurs, effectivement, qui affectent justement le nombre de citations, notamment juste le pays d'origine des auteurs. François, tu as ajouté quelque chose avant de... Non? Alors, Jonathan, à toi. Oui, une question qui tue à François. Pour répondre brièvement, je pense que tu as comme un peu partiellement répondu que je pense qu'on a tendance à faire du cherry picking. Fait que c'est pour ça que je voulais mettre de l'avant l'idée de validation, puis un peu de comment que les humanités numériques, puis la philosophie notamment, par exemple, peuvent mutuellement se renforcer. Mettons, Weisberg, lui, va dire sur le nombre d'articles que lui a lus, il prétend que la science fonctionne d'une certaine manière, telle que pratiquée en science, les modèles sont utilisés comme ça. Mais dans les faits, avoir une proposition aussi englobante, puis de ne pas le valider avec les outils qu'on a, je pense quand même qu'aujourd'hui, je pense que c'est un plus. Je pense qu'on ajoute quelque chose qu'on va vraiment fouiller après ça. OK, est-ce qu'il y a vraiment 3 types de modèles? Ben, allons voir les 20 000 articles. Puis, si ça valide un peu comme en machine learning, le fait que tu aies vu un petit échantillon puis que tu aies fait une proposition là-dessus ne garantit pas qu'une fois que tu vas avoir plein de données non observées, ça va bien se généraliser comme proposition. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais je suis d'accord avec toi, si la proposition était juste est-ce que les modèles hybrides existent, c'est un peu faible. Peut-être que ma clause supplémentaire, c'est si oui, à quel point, depuis quand, comment. Puis là, je pense que c'est un peu plus intéressant comme genre d'outil. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une bonne question à se poser avant de commencer sa maîtrise trop long, en tout cas. Bon, mais c'est quoi exister? C'est ça la question. Est-ce que les modèles hybrides existent? Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis existe? Daniel, est-ce que tu existes? Je sais pas. Je sais pas. Ça m'empêche de dormir le soir. Peut-être que malin génie entre les écrans. On ne sait plus. On ne sait plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les présentateurs? Je pense que Danick a une question. Ah, moi, j'en ai une. Ah oui, excuse-moi, je ne savais pas. J'en ai une pour Marc-André. Si tu y as répondu puis je ne l'ai pas saisi, tiens-moi-en pas rigueur, je ne suis qu'un historien du qualitatif. Mais est-ce que le libre accès, est-ce qu'il implique de s'attaquer à la centralisation des revues un petit peu? Ou est-ce que c'est juste de rendre Elsevier et Nature en genre libre accès gratuit, disons, parce que si c'est juste ça, il me semble que ça fait juste s'attaquer à une partie du problème. Le problème, je pense que l'un des plus gros problèmes avec le mouvement du libre accès, c'est que c'est pas vraiment comme une entité fixe et ayant une direction précise qui fait en sorte que, comme à chaque fois qu'il y a un effet de foule ou un effet de mouvement, on s'entend qu'il y a toujours comme certaines personnes qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. J'en ai parlé légèrement tout à l'heure comme du modèle hybride. Ça, c'est l'exemple parfait des gros éditeurs justement qui ont trouvé un peu moyen de prendre un projet noble, c'est-à-dire d'augmenter l'accès au savoir scientifique et de démocratiser l'accès au savoir scientifique et transformer ça en quelque chose d'un peu dégoûtant au final, c'est-à-dire de se faire encore plus d'argent avec des publications qui leur rapportaient déjà des centaines de millions de dollars. Donc, effectivement, je dirais que comme il y a vraiment beaucoup de débats, d'idées dans cette direction-là en ce moment, je veux dire, il y a le camp des personnes qui sont extrêmement catégoriques et pour eux, tous les éditeurs à profit devraient tout simplement disparaître, etc. Sinon aussi, il y a l'existence des méga revues en ce moment, un peu comme PLOS ONE et comme Indawi. Et il y a aussi, justement, comme si je ne me trompe pas, Springer est en train aussi d'essayer d'avoir une part du gâteau dans ce type de revue-là,
qui, au final, offre un mode de diffusion qui est très fast-food, dans le sens qu'il n'y a plus de revues spécifiques, il n'y a plus vraiment, justement, il ne faut plus vraiment trouver une niche au papier, mais tout simplement le terminer et le soumettre. Ce qui fait en sorte que ça crée toutes sortes de mouvements comme ça. Puis je pense qu'effectivement, le plus gros problème en ce moment, c'est le fait que c'est probablement le manque, je dirais, peut-être le manque de vision à long terme ou le manque d'unité à travers la communauté scientifique, parce qu'à chaque fois que justement il y a eu des débats à ce niveau-là, bien, il y a souvent eu, il y a eu beaucoup de chicanes dans le milieu scientifique. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont en faveur des éditeurs parce que justement, ça protège une sorte d'élitisme. Parce qu'au final, si on s'en va dans un mode de diffusion qui serait, entre guillemets, parfait, où il n'y a plus de revues, quoi que ce soit, et que tout le monde a accès à la littérature scientifique, ça fait en sorte que c'est plus difficile d'accorder justement un crédit symbolique à une publication, alors qu'en ce moment, c'est avec les revues qu'on le fait et avec les éditeurs. Donc, c'est sûr que ça, c'est un autre débat qui est quand même assez profond. Il y a beaucoup de littérature aussi qui a été créée à ce niveau-là. Donc, si jamais, justement, tu veux des références, tu peux m'envoyer un courriel, puis je regarderai ça pour t'en trouver quelques-unes d'intéressantes. Merci. Je peux poser juste une petite question? Écoute, là. Rapidement. Comment je vais... Non, mais je t'ai pas dit, je vais donner la parole à Jérémy. On va voir s'il pose la même question que toi. Puis après ça, je te donnerai la parole, si tu veux. Où est-ce qu'on pouvait prendre la parole? Je vais mettre ma main aussi. Où est-ce que Jérémy... Je ne poserai pas la même question que lui. Je suis presque 100% certain parce que je pose une question à Jonathan. Okay, ça serait bizarre. Bon, tu vois. Mais tu peux y aller, Jonathan, si tu veux. Ben, dans le fond, avant de quitter le cas de Marc-André, c'était de savoir comment Sci-Hub fonctionne. C'est quoi le rôle de Sci-Hub dans tout ça? Est-ce qu'on peut lâcher les éditeurs puis tout aller sur Sci-Hub puis ça va continuer à aller? C'est quand même intéressant comme question. Pour ceux qui ne connaissent pas Sci-Hub, dans le fond, c'est une initiative qui vient, j'ai toujours tendance à dire de Russie, mais ça ne vient pas de la Russie. Si je ne me trompe pas, c'est des Ukrainiens. Donc, en gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont trouvé des méthodes qui sont plus ou moins légales, notamment en utilisant des proxys d'étudiants un peu partout dans le monde. Et ils ont créé une méga base de données d'articles scientifiques piratés qui, justement, qui ne suivent et n'écoutent pas disons, les règles de droit d'auteur. Dans tout ça, c'est sûr que Sci-Hub, c'est un peu, si on regarde comme les alignment charts, là, ce serait un peu, je dirais, comme chaotic good au final, Sci-Hub, étant donné que le but de Sci-Hub, je veux dire, quand même, la mission de Sci-Hub est quand même noble, mais ils utilisent des moyens qui sont illégaux et qui sont pas très politiquement corrects. Donc, au final, c'est sûr que je ne peux pas, comme publiquement, apporter mon support pour Sci-Hub, mais je ne vois pas comment Sci-Hub pourrait être pire que Elsevier qui fait 1,50 milliard par année sur le dos des chercheurs, des étudiants, des universités. Donc, au final, c'est un autre très gros débat. Puis je pense que ça ajoute... C'est un peu... c'est un peu stupide à dire, mais j'ai l'impression que ça fait comme un peu ajouter du piquant dans tout ce balbutiement-là de problèmes et de conflits, de solutions, d'initiatives. Donc, je pense qu'effectivement, c'est... Comme je dis, je peux pas vraiment encourager les gens à l'utiliser, mais je pense que Sci-Hub a sa raison d'être parce que si les éditeurs scientifiques se comportaient d'une manière éthique, Sci-Hub n'aurait pas de raison d'exister. Alors, je donne la parole à Jérémy pour la dernière question de la journée. Finalement, C'est mieux d'être bonne. Finalement, la question de Jonathan m'a donné une autre. Bref, je ne sais pas si j'ai le temps de poser une rapide question à Marc-André avant. Là. Peut-être ton avis d'expert, mettons ton avis de professionnel là, sur Sci-Hub. Est-ce que, selon toi, ça ralentit la progression du libre accès? T'sais? Si, idéalement, on veut un libre accès à 100%, puis là, en ce moment, il y a Sci-Hub, selon toi? C'est difficile à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est sûr que ça peut avoir une influence effectivement sur la rapidité de la progression du libre accès parce que c'est clairement un argument qui peut se faire. Ça sert à quoi de justement faire la promotion du libre accès alors que j'ai Sci-Hub? Mais tu sais, ça fait en sorte, c'est pas pour autant éthique d'utiliser Sci-Hub dans le sens que, je veux dire, on s'entend, on n'est pas tous dans
On ne suit pas tous les règles de la science pure et parfaite de Merton quand vient le temps d'accéder aux articles ou quand vient le temps de publier. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences négatives, mais au final, PsyOp reste un outil qui permet au peuple, entre guillemets, de combattre la machine, entre guillemets. Okay. Et pour la question de Jonathan, merci beaucoup pour les deux présentations. Peux-tu juste revenir à ta slide sur l'espace occupé par les modèles en termes de complexité et le deuxième axe que j'ai oublié? Il y a comme un suspense assez bon là, pour finir la journée. Ouais. Sera-t-il capable de partager? Merci, Jérémy. J'avais fermé. Ah non, désolé. Mais il est prêt à aller se coucher, lui. Là, il est genre 10h15 à Berlin. En fait, Non, simplicité, non, statistique, mathématiques, simplicité, complexité. Puis j'avais mis un axe analytique computationnel en troisième dimension. OK. Conceptuellement, c'est assez intéressant. Puis, en fait, la question que ça m'a soulevé, c'est, disons, là, tu parlais d'utilité des méthodes computationnelles, puis si tu avais à tester la place occupée par les modèles dans cet espace-là, est-ce que tu as des hypothèses de recherche de méthodes computationnelles? Parce que là, tes réseaux de word embedding, c'était surtout, mettons, c'est quoi la nature des pratiques de modélisation, mais leurs propriétés, complexité, etc. Comment tu testerais ça, mettons? Juste, Peux-tu reformuler la question? OK, excuse-moi. Donc là, tu as testé avec des méthodes computationnelles le type de modèle, ouais. Surtout par le langage qu'ils utilisaient. Mm-hmm. Mais les propriétés de complexité et simplicité, etc., là, les axes que tu viens tout juste de décrire, est-ce que, selon toi, c'est des éléments qui peuvent être aussi testables par méthode computationnelle? Et si oui, en fait, des hypothèses à chaud, là, comment que tu ferais ça? Oui, bien, une des manières, mettons, l'axe statistique, mathématique, j'ai pas pu m'en échapper. Il a fallu que j'aie un corpus de validation où est-ce que j'ai dit ça, c'est des livres statistiques, ça, c'est des livres mathématiques. Il n'y a comme pas eu moyen, mais j'ai réalisé que le corpus de validation, il y a beaucoup de poids, disons, qui reposait là-dessus. Parce que les méthodes non supervisées, c'est fondamentalement problématique à tellement différents niveaux. C'est le fun ce que ça nous redonne, mais pour tester une hypothèse avec ça, c'est utile d'une manière exploratoire, mais vraiment de vouloir tester une hypothèse. Après ça, pour l'axe, disons, simplicité, complexité, ça serait d'autres choses. Là. Tu pourrais quantifier l'axe, mettons, en termes de nombre de suppositions. Moi, c'est quelque chose que je vais faire fréquemment. Donc, mettons, ton modèle mathématique autorégressif avec un lag de 2 niveaux puis une hiérarchie est plus complexe qu'un modèle linéaire simple parce que tu as rajouté 5 suppositions assez fondamentales de temps au lieu de 1. Sinon, il y a d'autres mesures de complexité qui existent, le nombre de temps que ça prend à rouler ton code ou des trucs de même. Mais ça, c'est un autre type de problème. Je pense que celui-là que je voulais résoudre avec le word embedding. Ouais, j'avoue que dans ce sens-là, les modèles probabilistes, dans le fond, si je disais qu'ils étaient plus complexes à base de principe, c'est qu'essentiellement, tu avais des suppositions statistiques et mathématiques. Donc, par définition, tu avais plus de suppositions que l'un ou l'autre. Mais il y a des failles là-dedans. Mais, ouais. Merci de ta réponse. Je voulais comme justement t'amener en fait ailleurs. Tu aurais pu ne pas répondre si tu voulais. Là. Je voulais t'amener ailleurs sur un autre élément de ton analyse que j'avais trouvé intéressant. Merci. Merci.